Bonjour à tous et bienvenue dans Total Foot pour cette dernière de la semaine et au programme aujourd'hui, forcément, la coupe aux grandes oreilles, Ligue des Champions au programme avec nos invités en plateau. Anthony Davière, commentateur beIN Sport Eurosport est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour. Ça va la forme? Ça va, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. on a le temps Anthony. Et avec toi, Sharaf Benkarbiche, rédacteur Ultimodies. Ça va Sharaf? Ça va et toi? Grande forme? Toujours. Surtout après le match de Dortmund hier. Bien sûr. Tout va bien. Au sommaire de votre émission, retour sur la défaite du Paris Saint-Germain à Madrid, l'arbitrage, les choix d'Unai Emery, la gestion du vestiaire en question. On continuera avec la Ligue des Champions et la performance des clubs anglais qui continuent sur leur lancée des phases de poule. Et on finira avec la Ligue Europa et notamment le 2 sur 3 des clubs français et le Borussia Dortmund de Michy, Batman, Batshuayi. On commence avec le scan et on retourne sur le Real de Madrid, Paris Saint-Germain. On va donc commencer ce débrief de Real de Madrid Paris Saint-Germain. On va commencer avec Unai Emery qui est en conférence de presse d'après-match et qui envoie un petit tacle à Monsieur Rocky, l'arbitre de la rencontre. Mais je crois que l'équipe a mérité un meilleur résultat. Je crois que l'équipe a eu un bon match. Et après, l'explication peut-être aussi, c'est les petits détails que quand il a besoin aussi que l'arbitre fait un match équilibré pour les deux équipes, je crois qu'aujourd'hui aussi n'est pas aidé à nous. Après, maintenant, pour moi, c'est être positif et optimiste pour les matchs à Parc. Parce que je crois que l'équipe, pour continuer à jouer comme il a joué aujourd'hui, il a beaucoup d'options pour faire un match complet et pour surmonter cette éliminatoire. Et aussi, j'espère qu'aujourd'hui, si l'arbitre n'est pas aidé à nous ici, avec un penalty qui n'est pas très clair, autre penalty que s'il fait le premier de Sergio Ramos avec la main, c'est clair. Et après la faute qu'il peut siffler à Kimpembe qui n'est pas sifflé, que c'est le deuxième but de si toutes les choses là-bas à Paris ils sont différentes et sont un peu plus équilibrées, j'ai optimisme. C'est à chaud après le match, il a dû revoir les images, il a bien vu que Kimpembe n'est pas touché par Cristiano Ronaldo. La polémique sur l'arbitrage, est-ce que vous la comprenez? Je suis partagé. Honnêtement, je suis partagé. Pour moi, sur le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que M. Rocky, il a fait les bons choix. Peut-être juste le carton jaune distribué à Rabiot, où là, il ne touche pas du tout Modric, il n'y a rien du tout. Sinon, sur les décisions en elles-mêmes, sur le penalty de Lo Celso, il n'y a rien à dire, il y a penalty. Kimpembe, on a tous crié au scandale. Lui, il était bien placé. En l'occurrence, il avait raison. Après, je comprends aussi la décision prise par les dirigeants un petit peu du Paris Saint-Germain qui est de parler de l'arbitrage en vue du match retour. C'est peut-être pas uniquement sur ce match-là, c'est plus mettre la pression parce qu'on sait que l'année dernière, ça avait pesé lourd dans la balance à Barcelone et ils ont ça en tête forcément. Ouais, Sharaf. En soi, parler d'arbitrage pour moi sur le match qu'ils font à l'heure actuelle, parce que s'ils reviennent à 1-1 et le match est bouclé, il ne va jamais en parler. Il va dire on a fait notre match, on a fait le résultat qu'il fallait à Santiago Bernabéu, c'était réglé. Là, c'est limite une preuve de faiblesse et c'est peut-être cacher des difficultés qu'il a rencontrées durant la fin du match. En soi, comme peut dire Alex, c'est normal. Le score est là, ils veulent mettre la pression pour le match retour, ils ne veulent pas avoir la même difficulté qu'ils ont pu connaître face au Barça. Mais c'est une preuve de faiblesse et connaissant Unai Emery en voyant le match qu'ils ont fait, c'est pas une preuve où tu te dis le Real ils vont arriver, ils vont commencer à avoir peur, ils vont se dire ouais on a des certitudes face à eux, on peut les mettre en difficulté. Le Real ils vont dire bon bah ici ils ont peur de l'arbitrage, ils n'ont pas confiance en eux et au final voilà. On va écouter le président qui assume les choix de son coach parce qu'on parle beaucoup d'Unai Emery après cette rencontre contre le Real de Madrid. Nasser El Khelaifi en conférence de presse d'après-match. Le coach a fait le bon choix, il a fait le bon changement. Encore, on ne va pas dire le coach a fait le maximum. Après, c'est dans le foot, comme je dis, tu es l'opportunité pour marquer. Si tu ne marques pas, c'est difficile. Je crois, vraiment, je ne sais pas, j'ai dit pour vous, mais vraiment je crois. Je suis très confiant pour qualifier en 3 semaines parce que chez nous, on est très très fort là-bas. Les joueurs veulent donner tout. On a avec nos supporters. On a vraiment qualifié, c'est deuxième mi-temps. On a deuxième mi-temps chez nous. Bon, il est dans son rôle, hein, il assume les choix de son entraîneur. Vous les avez compris, les choix d'Unai Emery avant match et surtout
pendant la rencontre. On commence avec Alex ou Anthony Charab? Anthony. Tu peux dire comme tu veux. Vas-y Anthony. Avant le match, il y a eu beaucoup de questions sur le poste de sentinelle. Lo Celso, Diarra, qui on met? Quel était le choix vraiment d'Unai Emery? Il y a un joueur qui évolue pas à son poste ou l'autre qui est pas prêt. De toute façon, ça se serait retourné contre lui. C'était sûr et certain. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de lui faire confiance. Voilà. Il n'avait pas trop le choix, il a pris cette décision. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Concernant après Kimpembe et Thiago Silva, là, il y a des choses à dire, beaucoup, parce que c'est un choix très fort, avec le capitaine, un joueur très très expérimenté. Ça envoie un signal quand même assez étrange pour tous les joueurs de l'équipe. Kimpembe est au niveau, ça on le sait, il n'y a pas de problème. Juste quel signal il envoie. Il aurait dû le faire sortir du 11 bien avant, s'il comptait ne pas le faire jouer ce match. Voilà, c'est là-dessus que j'ai une vraie interrogation quand même. Et on rappelle aussi Thiago Motta qui a dit qu'il était parfaitement prêt pour jouer cette rencontre et qui est resté à la maison à Paris, Sharaf. Après, par rapport au choix d'Emery, on en parle souvent en disant que c'est un coach qui ne prend pas des décisions fortes, qui est souvent sous la contrainte des dirigeants et sous la contrainte des joueurs. Face au Real, il a totalement prouvé que c'est un entraîneur qui prenait de fortes décisions. Concernant le choix qu'il fait face à Thiago Silva, ça nous a un peu tous surpris. On s'est dit Thiago Silva va être dans le trou, on a commencé à réfléchir. Mais il a justifié ça par un choix tactique. En soi, il dit qu'il voulait mettre Kimpembe parce qu'il voulait défendre haut et défendre en avançant Kimpembe entre les trois à l'heure actuelle, surtout connaissant le turnover et connaissant le niveau qu'il avait en Ligue 1. C'est le choix le plus logique. Oui, ça peut se comprendre. On aurait pu dire que Thiago Silva joue à côté de lui, il n'y a pas de souci, Marquinhos sur le banc. Mais là, à l'heure actuelle, le match qu'il fait Kimpembe, il est très intéressant dans tous ses choix, ses prises de décision avec le ballon. Donc ça, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Concernant Lo Celso, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Lassana Diarra, il les récupère, ils disent là, c'est pour préparer face au match de face au Real. Mais sur les 10 premières minutes, on met un Lassana Diarra avec l'impact et l'intensité qu'il y avait dans le milieu de terrain et dans l'équipe. Ne m'étonnerait pas qu'il sorte avec une blessure ou une cheville tordue ou un claquage. Oui, et puis si on le met titulaire dès le coup d'envoi, on sait qu'il n'a pas tout le match dans les jambes. C'est ça. Il sort à l'heure de jeu, on fait rentrer un Lo Celso dans ces conditions-là. C'est pas dit que ça se passe mieux pour lui. Hein. Rentrer dans un match avec une telle intensité, il y a un partout, c'est très tendu. C'est très compliqué, franchement c'est très compliqué pour Emery. Et en soi, comme Lo Celso il a été titulaire, on a vu vraiment un Paris qui connaissait à peu près les qualités de chacun au milieu. Donc Verratti venait aider Lo Celso pour ressortir le ballon, Rabiot montait un peu plus haut. Lassana Diarra, on a vu à Marseille, c'était quelqu'un qui aimait bien prendre le ballon, porter, se projeter, créer des différences, créer des décalages. C'était pas quelqu'un qui se mettait devant la défense, qui créait le décalage juste avec la passe. Après, il est largement capable de le faire, il n'y a pas de souci. Mais là, il s'est plus dit, je préfère être aller au Real et à Bernabéu avec des certitudes, même si j'ai des difficultés à ce poste, qu'aller avec Lassana Diarra et se dire, bon, on va voir ce que ça va donner, si ça passe, ça passe, si ça casse. C'était prendre beaucoup de risques quand même. Il y avait beaucoup d'inconnus en mettant Lassana Diarra. C'est exactement ça. Par rapport à un autre choix fort, c'est Angel Di Maria qui était en pleine bourre, qui est resté sur le banc pendant toute la rencontre à Madrid. Ça n'a pas plu du tout à Madame Di Maria qui a envoyé un petit message sur Instagram le lendemain. Avant de revenir sur Di Maria, c'est la MCN qui est vraiment en question sur ce match aussi. 0 passe entre Neymar et Cavani, 0 passe entre Mbappé et Cavani. Est-ce vraiment inquiétant, eux qui ont joué seulement moins de 30 minutes en 2018 ensemble? Vraiment inquiétant, je ne sais pas. On peut se poser des questions, effectivement, mais on sait que Cavani, ce n'est pas un joueur qui aime combiner. Il est qu'à la finition, il est bon en une touche de balle. Dans les 6 mètres, voilà. C'est pas avec lui qu'on va combiner comme avec Benzema, par exemple. Donc, concernant Cavani, j'ai pas trop de doutes. C'est plutôt sur Mbappé, Neymar. On sait qu'ils aiment beaucoup se chercher, même s'ils sont sur des ailes opposées, ils rentrent beaucoup dans l'axe, ils combinent tous les deux. On les a pas vus ensemble, ça a été que des numéros de solistes. Là-dessus, il va falloir montrer beaucoup plus au match retour et beaucoup plus de complémentarité surtout. Ça manquait de cohésion devant, les trois de devant. Il y avait vraiment Cavani tout seul et voilà, Mbappé et Neymar qui étaient vraiment tous les deux ensemble. Et on s'est retrouvé face à la situation que tout le monde attendait et se supposait, c'était que Neymar récupère le ballon et veuille créer la différence tout seul. Il y a 2 situations pour moi qui font toute la différence et qui créent tout le décalage du match. C'est les 2 situations, il rentre pied droit, il y a Mbappé qui est tout seul, il lui glisse, il est devant les buts. Après, on ne connaît pas la fin de la situation, s'il marque ou il ne marque pas, mais le décalage est créé. Là, il perd 2 ballons, il était surtout des fois dans un numéro de soliste. Après, c'est Neymar, on sait très bien le joueur, on connaît très bien ses qualités, on sait très bien pourquoi il a été acheté. Mais il ne faut pas aussi que lui
rentre dans ce jeu où il se dit c'est moi la star de l'équipe, c'est moi qui vais porter tout le monde. Là, il n'est pas face au Paraguay ou face à je ne sais pas qui en Copa América sans leur manquer de respect. Là, c'est le Real Madrid. À un moment, on a bien vu, il a voulu se mettre sur le côté et faire 2-3 dribbles. Casemiro, il n'a pas cherché à comprendre, il a pris la jambe, le ballon, il est reparti direct. Il n'a pas cherché à comprendre. Donc c'est là où je pense la différence, elle peut se créer. Si Neymar décide de jouer en équipe et de faire vraiment les différences, soit avec une passe, soit en étant le plus efficace possible, on connaît très bien la qualité des trois devant. C'est sûr et certain que ça peut être des tueurs. On a bien vu Cavani, il a peut-être eu des difficultés. Il a été transparent tout le match, mais il a eu une occasion, ça a failli faire but. Il est rentré dans la surface, contrôle, il s'est vu qu'il n'y avait personne, il s'est retourné, il a tiré. Donc au retour, j'espère voir un Neymar en forme, voir un Neymar lucide avec des bons choix. Mbappé, on a vu la saison dernière, il était en feu. C'est peut-être la première fois qu'il loupe un match de Ligue des Champions. Pour moi, c'est lui qui est le plus en balance parmi les trois. Oui, c'est sûr. Il a plus de choses à prouver et il est passé au travers de son match. Surtout dans son couloir, il y a un joueur qui lui est en feu. Donc voilà. À mon avis, il sera titulaire, je pense quand même. Il sera quand même titulaire au match retour. Pas sûr qu'Emery fasse la même erreur et qu'il ne fasse pas rentrer Di Maria. Mais il va falloir qu'il réponde présent parce que s'il passe, il va falloir que ce soit grâce à lui et à Neymar. La gestion de Di Maria, ça vous dérange? C'est Draxler qui rentre, c'est pas Di Maria. Pastore également est resté sur le banc. On arrive à comprendre ces choix-là alors que voilà, Di Maria est en feu vraiment depuis 2-3 mois. Après, par rapport à Di Maria, c'est sûr que comme tu as dit, il est en feu. Depuis 2018, c'est le meilleur joueur parisien. Mais un choix d'un coach, c'est le choix d'un coach, on ne peut pas lui enlever. Si Meunier rentre, Daniel Alves joue plus haut, ils sortent un 1-1, on dit c'est un coup tactique, ils ont fermé, Marcelo ne joue plus, tout le décalage est créé. Non, mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. C'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est un choix, on ne peut pas le critiquer. Je suis d'accord, on peut faire tous les débats qu'on veut, Di Maria doit rentrer, il n'y a pas de souci par rapport à la forme. Mais le choix, on peut le contester parce qu'il y a le résultat derrière, mais on ne peut pas dire oui, pourquoi tu as fait ce choix-là. C'est ça le truc. Après, peut-être qu'il prépare une nouvelle tactique face au match retour où il va se dire j'ai plus rien à perdre, je vais mettre. Il va finir en 4-2-3 avec 1-10, Neymar, Mbappé, Di Maria, ça va partir dans tous les sens. On ne sait pas. Mais là, sur le match aller, moi personnellement, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir mis Meunier. Même si Meunier fait une entrée, le pauvre, il y a Asensio qui rentre, je ne sais pas ce qui lui arrive, il dit je vais jouer le ballon d'or sur un match. Il a été le plus efficace possible, mais sur ce coup-là, moi je ne peux pas lui en vouloir non plus. Petite particularité pour ces huitièmes de finale, alors c'est pas du tout comme l'Europa League où on va jouer déjà la semaine prochaine pour l'Olympique Lyonnais, pour Marseille et pour Nice. C'est dans 3 semaines, le match retour. Ces 3 semaines, elles peuvent être bénéfiques pour le Real ou aussi pour le PSG? C'est très dur à dire, très très dur à dire. Je pense qu'elles peuvent être plus bénéfiques pour le PSG, qui va avoir le temps un petit peu de faire le deuil de ce match aller et de se reconcentrer, comme ça s'était passé l'an dernier avec le Barça. C'est ça. Est-ce qu'il faut mettre cette pression comme l'avait mis le Barça pendant les 3 semaines, insister tous les jours en conférence de presse, on va faire la remontada, on va faire la remontada. C'est ça qu'il faut faire, Sharaf? Tu travailles psychologiquement ton adversaire en étant comme ça et tu crées un peu plus d'adrénaline dans le groupe et tu es plus concentré. Et sur les 3 semaines, bien sûr que le PSG, le championnat est plié, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, sans manquer de respect aux autres adversaires, ils peuvent mettre l'équipe B, il n'y a pas de souci. PSG Marseille, je ne pense pas qu'il va mettre l'équipe B. Mais le PSG, oui, à part les deux, oui, c'est sûr et certain, les deux, ça peut créer la différence. Je pense que le match de championnat, ils peuvent le lâcher parce qu'ils sont à 12 points d'avance, ça peut être tranquille pour eux. Ils peuvent se créer un joker et lâcher le joker. Coupe de France, c'est sûr qu'ils vont vouloir la jouer. Mais par rapport aux 3 semaines, pour moi, c'est clair et net que le Real est beaucoup plus avantagé. Ils n'ont pas de Coupe d'Espagne. La Coupe d'Espagne, même en Espagne, c'est bon, ils ont la finale. Le championnat, la 3e place, elle est quasiment bouclée. La 2e place, ça va être un peu serré. Ouais, attention quand même, parce qu'ils sont 4e et ça peut être très dangereux. Ils ont presque plus que la Ligue des Champions à jouer. On les connaît. Ils vont commencer à mettre 3-0 au bout de 20 minutes. Ils vont commencer à jouer, à tourner un peu et à faire tourner le ballon. Ça va être réglé. C'est clair que pour eux, la Ligue des Champions, c'est la seule compétition qu'ils peuvent gagner. Et connaissant l'effectif et connaissant le groupe du Real, en termes de mental, en termes de psychologie, les 3 semaines, ça peut être vraiment fatal pour le PSG. Il faut voir comment le PSG va gérer la situation. Bon, il n'y avait pas que PSG Real de Madrid. Cette semaine, il y a aussi les clubs anglais qui ont cartonné, que ce soit City du côté de Bâle ou Liverpool. On va s'intéresser aux Reds de Liverpool et de Jürgen Klopp, qu'on écoute en conférence de presse d'après-match après le carton du côté de Porto et de cette victoire 5-0 pour les Reds. No, of course not. Why should I? We came here to create a basis for the second game at Anfield. That's what we did, not more, not less. So
I said a few times, I'm too long in the business to think anything is sorted before the final whistle. So, well, we owe our supporters at Anfield a 100% performance, and that's what we want to deliver. And that's all. Magnifique langue de bois. On sent quand même que le 6-1 de Barcelone contre le PSG la saison passée a laissé des traces chez tous les coachs étrangers. Même tu gagnes 5-0 à l'extérieur maintenant, il faut faire attention au retour à la maison. Bon, on sait les Reds vont normalement se qualifier. Moi, ma question, messieurs, c'est par rapport à ce trio, Mané, Firmino, Mo Salah. Vous le placez où ce trio dans la hiérarchie des trios d'attaquants? Pour l'instant, ils sont derrière le trio du Real, ils sont derrière le trio du Barça, derrière même celui du PSG, ça c'est évident. Parce qu'ils ont besoin de prouver à très haut niveau. Ces joueurs-là, ils prouvent ensemble, pour l'instant, très bien depuis le début de saison. C'est magnifique ce qu'ils font, mais c'est en championnat, c'est en coupe. C'est bien ce qu'ils font aussi en Ligue des Champions. Il va falloir s'étalonner face à un vrai adversaire sans manquer de respect à Porto. Voilà, il va falloir jouer un très gros, il faudra les voir face au Real ou au PSG. Il faudra les voir contre le Barça, contre le Bayern. Voilà, c'est contre ces équipes-là que les attaquants doivent briller. Pour l'instant, c'est vraiment magnifique, il faut l'avouer, il faut l'admettre, mais j'attends plus quand même. Les Monégasques, ils ont dû être déçus hier en regardant avant-hier, en regardant la télé et le match des joueurs de Sergio Conceição. Tu le places où, toi, Sharaf, ce trio infernal en ce moment en Première Ligue et en Ligue des Champions? Ouais, je suis totalement d'accord. On les met derrière le Real, le Barça, le PSG. Mais il y a peut-être un seul joueur où tu peux vraiment le titiller et lui dire qu'il est niveau Real, Barça, PSG, c'est Mo Salah. C'est incroyable ce qu'il fait à l'heure actuelle. À la Roma, il avait Dzeko qui l'épaulait un peu. On trouvait que ses stats étaient très bonnes, mais pas aussi exceptionnelles que ça. Là, cette saison, même en termes d'efficacité, la saison dernière, c'était un peu de confusion. Là, c'est sec et efficace. Le but qu'il met cette semaine, c'est Messi. Ça fait le tour du monde, ça fait le tour des Instagram et on crie au génie. Franchement, c'est très intéressant ce qu'il peut faire. Après, comme il a pu dire, c'est clair et net qu'on attendra les gros matchs, les grosses confrontations. Même si en Première Ligue, on voit qu'ils peuvent créer certains décalages. Dans les gros matchs aussi, on voit en Première Ligue. On l'a vu, le Liverpool City, il était exceptionnel. Mais voilà, la pression d'un grand rendez-vous européen contre une très grosse équipe qui a l'habitude de ces matchs-là, j'attends de voir. En tout cas, ça fait du bien de revoir les Reds à ce niveau-là en Ligue des Champions. Ça fait plus de 8 ans qu'ils n'avaient pas atteint les huitièmes de finale. Une petite question aussi sur le Liverpool. Le départ de Coutinho, ça les a libérés les trois de devant, selon vous? Ça a pu libérer surtout Salah qui prend un peu plus le jeu à son compte, un Firmino un peu plus libre, parce que Coutinho était un peu plus dans l'idée de créer le décalage quand il y avait des difficultés. Mané, on a pu voir aussi qu'il a un peu se libérer, même s'il est un peu en difficulté, je trouve, cette saison. Même s'il met un triplé face à Porto, il est un peu plus en dessous des deux autres. Voilà, il est un peu plus en dessous, mais là, il commence un peu plus à se libérer après le départ de Coutinho. C'est sûr que ça peut créer un déclic, mais on sait très bien que la qualité technique de Coutinho, on ne sait pas encore face aux plus petits, par exemple face à West Brom en coupe. Ils ont des difficultés parce que le bloc était bas et Coutinho pouvait créer le décalage. Il faut voir ce qu'ils vont faire avec l'argent cet été. Il faut voir ce que ça va donner aussi s'il y a une autre recrue star qui vient dans la triplette. Une bonne défense, ce serait... Ils ont mis beaucoup d'argent quand même. Sur Van Dijk. Voilà, ils ont mis 84 millions quand même. C'est vrai que ça pose des questions, des tarifs comme ça. Ils ont de l'argent, ils en mettent beaucoup, mais derrière, ça ne suit pas pour l'instant. Ouais. Bon, on va s'intéresser à un autre club anglais, mais aussi à un club italien. C'est le match le plus serré de ces premiers huitièmes de finale, le 2-2 entre la Juve et Tottenham. Et on va écouter le génie Massimiliano Allegri, en pleine forme en conférence de presse. Attention, ça tire partout. La Juventus gioca per vincere la Champions, ma non è la favorita per vincere la Champions. E tutti gli anni non si può andare in finale di Champions. Facciamo il massimo. E ragazzi devono essere contenti di quello che stanno facendo, perché stanno facendo un'annata straordinaria. E io sono contento di quello che stanno facendo. Poi che bisogna migliorare sono sicuro. E andremo a Londra a giocarci le nostre chance, e io credo che ce ne abbiamo tante di chance. Ma da qui a pensare che la Juventus giochi un ottavo di finale e vinca 3-0, ce ne passa. E a me questa cosa mi fa girare molto le scatole. Perché non si ha idea della dimensione delle altre squadre. Ma che un 2-2 di stasera faccia sì che deprima l'ambiente, questo non l'accetto.
Alors le 2-2, ça doit les rendre furieux, les Turinois. Vous la comprenez, sa sortie à Allegri. On rappelle quand même l'effet de match, il y a 2-0 pour la Juve. Higuaín rate un penalty à 2-1 juste avant la mi-temps. Il nous met une bonne frappasse sur la barre transversale derrière la deuxième mi-temps et le but d'Eriksen sur coup franc. Petite erreur de Gigi Buffon, 2 partout au final. Retour à Wembley dans 3 semaines. Ça s'annonce comment? C'est la comédia dell'arte là, sérieusement. Parce qu'il nous prend un peu pour des jambons quand même. Faut dire la vérité, je pense qu'il est très très énervé après ses joueurs surtout. Parce qu'à 2-0, presque 3 à la mi-temps si Higuaín met le penalty, le match il se termine pas comme ça. Et clairement, la Juve avait fait vraiment une très très grosse entame. Ça a été un peu plus compliqué sur la fin de la première mi-temps, mais ce match-là, ils doivent le gagner. Ils doivent le gagner, c'est verrouillé à la maison, c'est la Juve, c'est comme ça que ça se passe normalement pour ce club-là. Ils sont passés au travers et ils noient un peu le poisson à Allegri. Parce que clairement, ces joueurs sont fautifs. Oui, il dédouane ces joueurs aussi pour toi, Sharaf. Oui, c'est un scandale ce qu'il dit, je suis désolé. Et dire que la Juventus n'est pas capable de gagner un match 3 ans en 8e de finale de Ligue des Champions, il gagne 2-0 au bout de 10 minutes, on ne sait pas ce qui se passe. Higuaín, il joue milieu relayeur, qui dirait il fait un match catastrophique, il fait aucun tact, il récupère aucun ballon, il subit aucune faute. Pjanic, le pauvre, il a dû faire le travail de Bernardeschi et le travail défensif. C'est un scandale. Limite Tottenham, ils doivent gagner le match. Je ne sais pas, c'est la Juventus, c'est l'un des plus grands en Europe. On avait l'impression qu'ils étaient en train de jouer face à Brighton ou je ne sais pas qui, Tottenham. C'est pas normal. À un moment, si tu peux prétendre être un grand d'Europe, jouer le dernier carré de la Ligue des Champions et faire une prestation pareille, après c'est un autre débat, on peut dire ce qu'on veut, c'est une méthode de jeu, c'est une idée, c'est une philosophie. Mais à l'heure actuelle, on va me dire ouais, je suis dogmatique, je pense qu'au ballon, je pense pas au ballon. En 2018, tactiquement, on ne peut pas se retrouver dans des situations où une grande équipe comme celle-là se met à jouer comme ça. C'était en finale l'an dernier quand même. C'est ça. Hein, après, on on parle pas s'étonne. d'une équipe qui n'a pas l'habitude de ces rendez-vous. L'équipe, elle a très peu changé. Là, par contre, les 3 semaines peuvent être bénéfiques pour la Juve parce qu'il manquait Dybala, il manquait Barzagli, il manquait Matuidi au milieu. Ça peut les aider sur le match retour à Wembley. On sait que Tottenham à Wembley, c'est pas une histoire d'amour. Ça peut être difficile parfois en Coupe d'Europe du côté de Wembley. Hein. C'est clair. Et aussi, il ne faut pas oublier que Tottenham va récupérer Alderweireld, ils vont remettre leur système à 3, ça va aussi mieux tourner. Après, c'est sûr que la Juve, si on fait rentrer un Dybala, déjà techniquement, ça va élever le niveau. Matuidi, en termes de volume de jeu et de récupération de ballon, ça va élever aussi le niveau de jeu. Mais si ils vont à Wembley avec cette idée de jeu-là, à se dire 2-2, on va mettre un but, on va se mettre à 11 derrière, on va jouer en contre, la soirée va être longue. Elle va être très longue pour eux et nous, je pense qu'on peut même très bien s'ennuyer devant la télé. Ça va être... On zappera, t'inquiète pas, Anthony. L'expérience. Je pense que l'expérience, ça peut beaucoup compter dans ces matchs-là. Ils sont passés au travers, surtout de la deuxième période, mais ces joueurs-là, c'est un peu comme le Real. Ils sont faits d'un autre métal. Ceux de Tottenham, ils n'ont pas l'habitude de les jouer ces matchs-là. On l'a vu, le manque d'expérience avec Serge Aurier notamment. Serge Aurier sur le penalty, c'est... C'est un super résultat de 2, c'est évident. Mais il ne va pas falloir aussi qu'eux, ils pensent que c'est gagné parce qu'ils ont fait 2-2. S'ils prennent un but, on sait que la Juve défend très bien. Là, ça a été un peu moins bien, mais c'est leur qualité première quand même. Un Dybala, un Higuaín, un but, ça peut suffire. Hein. Clairement, ça peut suffire. On peut s'ennuyer ferme, ça c'est sûr. Mais ils peuvent marquer un but et que ça se termine comme ça. Après, c'est sûr, comme il a pu le dire, on connaît la Juve, c'est une équipe qui sur 15 minutes met le feu et d'un coup ça ferme et ça s'aide de jouer sur les transitions. Mais là, quand tu veux mettre le même système en place, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de course, il n'y a pas de travail collectif pour récupérer le ballon. Des fois on se retrouve au milieu, il y avait Eriksen, Dembélé, il faisait ce qu'il voulait avec le ballon, qui dirait le pauvre il était perdu, on avait l'impression que c'était la première fois qu'il arrivait sur un terrain 11. Franchement ça me faisait de la peine parce que le joueur je l'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il était perdu. Pjanic, à un moment, il commençait à péter un plomb. Je crois qu'il y a eu 6 passes entre Khedira et Pjanic. Après, oui, c'est sûr. Pour la Juve, pour un supporter de la Juve, 1-0 là-bas, on boucle la maison, on rentre, on se qualifie, c'est bien. Mais pour des amateurs de football qui veulent juste voir un match de football, voilà. Vous l'avez compris, Sharaf a passé une sale soirée mardi soir, mais il a passé une meilleure soirée hier soir avec le Borussia Dortmund. C'est parti, football plaisir, Europa League. Alors, débrief de cette journée très chargée en Europa League pour les 16e de finale. On va commencer avec Anthony, ton top de cette soirée Europa League.
C'est un Lyonnais. C'est Mariano Diaz qui a fait surtout une deuxième période absolument fantastique. Je pense qu'on ne l'avait jamais vu à ce niveau depuis qu'il a signé. Il a tout fait hier. C'est grâce à lui que Lyon a pris l'avantage. Il met un but. Il fait un travail monstrueux sur le but que Fekir marque derrière. Il a été partout. Encore une fois, il y a ces petits soucis de jeu collectif. Il fait une action incroyable. Il peut la donner à Fekir, il ne la donne pas. Ça se termine quand même en but. On lui reproche beaucoup de choses, notamment ça, depuis le début de saison, d'être un attaquant, un vrai buteur, un pur sang. C'est-à-dire qu'il ne joue pas pour les autres, il joue pour lui. Trop souvent, un peu trop, ça se voit. Mais ces stats, elles sont là. Et sans lui, on parle beaucoup de Fekir, mais sans lui, Lyon ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et on l'a vu aussi que peut-être ces années passées au Real, à jouer avec des grands joueurs, dans les grands rendez-vous comme ça, lui, il ne passe pas au travers. Il a été bon, il a été très bon hier. Et Lyon bascule en ballottage favorable grâce à lui. Benzema a bien conseillé le président Aulas pour ce transfert de Mariano Diaz. Le top, Sharaf, de cette soirée Ligue des Champions, je pense qu'il est jaune et noir. Il est jaune et noir et il est surtout floqué du numéro 42 exceptionnellement hier. C'est Michy Batshuayi. C'est enfin l'attaquant que le Borussia Dortmund voulait et rêvait pour son effectif. On se retrouve avec un joueur qui est capable de jouer au but, qui est capable d'avoir une palette pour marquer un but complète, c'est-à-dire qu'il peut marquer de la tête, du pied droit, du pied gauche, extérieur de la surface, il peut tout faire. Dans le jeu, il crée tous les décalages. Je suis désolé, je ne vais pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais ça fait 1 an et demi qu'on attend joueur. Ça fait 1 an et demi, je vous jure, c'est la première fois de ma vie que j'étais devant un match, de voir un attaquant proposer dans les pieds et créer une remise, décalage et créer le décalage. J'étais choqué, j'étais tout heureux, j'étais comme un enfant. Et surtout, quand on voit ses débuts, on se dit que c'est le joueur parfait pour l'effectif. Il est à 5 buts et à 1 passe décisive. Sur les 8 derniers buts de Dortmund, il est impliqué. Il crée soit le décalage ou il est dans l'avant-dernière passe. C'est vraiment le joueur qu'il fallait. Lui, il va s'épanouir. C'est le prêt parfait pour lui. Pour la Coupe du Monde, je pense que là, sa place, elle est rangée, fixée. Thierry Henry, il va commencer à lui faire des entraînements. Il y a du monde devant le Belgique. Il n'y a pas de souci. Lukaku, il va commencer à se reposer, je pense, parce que vu le niveau de Michy, c'est vraiment très fort. Je m'enflamme peut-être. Il va peut-être avoir un coup de moins bien. Mais par rapport à juste le travail qu'il fait avec le ballon et qui crée tous les décalages, franchement, c'est un bonheur. Et surtout que là, on voit que Reus revient. Stoger, il a décidé de le mettre derrière l'attaquant. Reus, on sait très bien que c'est son meilleur poste. Pour moi, c'est pas sur le côté, c'est derrière l'attaquant comme à Mönchengladbach. Au final, on peut se retrouver avec un duo de feu. Faudra attendre. Je ne m'enflamme pas. Je ne vais pas parler de titre ou de victoire en Ligue Europa. Mais là, le match qu'il fait, je suis désolé, mais les 2 buts, c'est lui qui se les crée. Même si sur le deuxième, Götze fait une remise exceptionnelle. Le premier, c'est magnifique. Il s'oriente, il met une grosse frappe. Franchement, je suis heureux pour lui, pour Dortmund et pour le football. Par contre, va falloir vraiment arrêter de donner des noms de super-héros à vos attaquants parce que c'est plus possible. C'est pas Marvel le Borussia Dortmund. Hein. Sharaf, une petite question sur Dortmund. T'es pas inquiet par la fébrilité de cette équipe dans certains moments, quand tu mènes 1-0 à la mi-temps, que tu prends 2 buts d'entrée de jeu sur le début de deuxième mi-temps, tu perds 2-1 contre une équipe de l'Atalanta qui est vraiment très bien cette saison. C'est un peu inquiétant quand même. On le voit souvent en Bundesliga, hein, marquer le premier but et derrière craquer. C'est surtout en termes psychologiques, je pense que c'est un groupe qui n'arrive pas à gérer les temps faibles. Même si on a des joueurs de gros caractère comme Socrates ou quoi que ce soit. Là, le premier but, Ilicic, il est tout seul sur il se décide de faire le repli défensif en trottinant. On dirait qu'il est en train de faire une promenade pour qu'il prenne un but au premier poteau. On a pu entendre dans Bild ou dans Kicker, je ne sais plus, que Vasquez voulait récupérer un milieu de terrain agressif avec un gros caractère qui puisse être, on va dire, le capitaine de l'équipe sur le terrain. Je pense que les dirigeants ont remarqué qu'il y avait une fébrilité mentale. On a pu le voir aussi face au gros les années précédentes, face à Liverpool, ça peut craquer très vite. Et je pense que c'est surtout la seule difficulté. Stoger était arrivé, il avait réussi à créer une solidité défensive. Mais là, il n'y a pas beaucoup de profondeur quand même. C'est ça. Parce que là, il y a une blessure dans le couloir gauche. C'est Toljan alors que c'est un latéral droit. Et hier, il est fautif sur 2 buts quand même. C'est exactement ça. C'est le problème quand même. Et faut que ça retourne, faut que ça se remette en confiance. Je pense que si, je ne vais pas citer de nom, mais si les dirigeants du Borussia m'entendent aller récupérer un Kondogbia ou quoi que ce soit, ça peut faire très bien l'équipe.
Il veut le placer partout qu'on devient l'équipe de France, non. C'est son agent, je crois. Mais ouais, faudra voir ce que ça va donner cet été. Là, je pense que c'est surtout 6 mois de transition. C'est une qualif en Ligue des Champions le plus important. Un bon parcours en Ligue Europa, ça joue pas la victoire, mais on verra ce que ça va donner. Retour rapide sur le flop de la soirée côté français, c'est l'OGC Nice. Avec pourtant, tout avait bien commencé, doublé de Super Mario Balotelli. Derrière, encore des petits problèmes de jeunesse, Malang Sarr, Coly. Vous arrivez à comprendre cette équipe de Nice, qui est vraiment difficile à lire cette saison, Anthony? Non. Sincèrement, j'arrive pas à la lire. Elle est capable à tous les matchs de passer au travers ou de s'imposer 3-0. Voilà, il y a trop d'irrégularité, trop de jeunesse. Et depuis le début de saison, Favre, il en parle. Hein. Depuis le premier jour de la saison, il en parle. Le mercato, ça ne s'est pas passé comme il avait prévu. Il va falloir comprendre qu'on ne fera pas la même saison que l'année dernière parce qu'on a trop de jeunes. Voilà, donc eux, ils découvrent le haut niveau. Les associer ensemble comme hier, c'est peut-être pas non plus un cadeau pour eux. Mais par contre, ils ont fait une faute professionnelle hier. Ouais. Vraiment, tu ne peux pas mener 2-0 dans un match pareil et le perdre 3-2 dans ces conditions, avec un carton rouge. Les buts, en plus, c'est des buts casquettes. C'est vraiment dommage. Pourtant, Cardinal n'était pas dans la butte hier, pour une fois. Sharaf, sur Nice, on en avait déjà parlé, on avait fait un petit débrief Ligue 1 sur les Niçois. Pareil avec Lucien Favre, toi qui as annoncé Lucien Favre du côté du Borussia Dortmund, tu aurais beaucoup aimé Lucien Favre là-bas. C'est un entraîneur qui joue beaucoup au mental, qui joue vraiment au psychologique. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a essayé de faire tourner. Après, comme tu as pu dire, c'est... Pourquoi faire tourner? Comme il disait, c'est un 16e de finale de Ligue Europa. Ils sont 7e et 8e en championnat de France. Ils sont quand même très loin de Marseille, Lyon et Monaco. Pourquoi faire tourner sur un... Après, les dirigeants, c'est selon leurs consignes. Si Rivière lui demande de jouer la Ligue Europa, de jouer la 5e place, d'aller titiller Nantes, de revenir et de se concentrer sur ça, il ne va pas prendre des risques en Ligue Europa, même s'ils font une première mi-temps très bonne, ils marquent 2 buts, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout, on va dire, sur le terrain. Balotelli, on sait très bien que ça peut être un guerrier, quelqu'un qui peut remonter les troupes. Là, hier, c'était un peu compliqué, c'était un peu dans le dur. Ouais, mais c'est dur pour lui. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il met 2 buts. Il fait le travail quand même. Il fait le taf. Il met son équipe dans les bonnes conditions. Et derrière, il voit que ça perd 3-2 parce que la défense, c'était le cirque du soleil derrière. Oui, c'est sûr, c'est clair. Mais après, lui aussi, c'est au mental de travailler parce que on va dire, c'est ça peut être pesant. Ça peut être pesant à la longue parce qu'il est tout le temps présent. Il y a une Balotelli dépendance, on sait. C'est lui qui marque tous les buts de l'équipe quasiment, qui est tout le temps décisif et il voit que son travail ne paye pas au final. Je pense qu'à la longue, ça peut vraiment peser. On est content parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi régulier, Mario Balotelli. C'est clair. Messieurs, merci d'avoir été avec nous dans Total Foot, assez animé aujourd'hui. Sharaf, Anthony, merci à vous, messieurs. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur 11 pour ce Total Foot. Rendez-vous la semaine prochaine. La course au maintien ce week-end avec Angers Saint-Etienne qui s'annonce très très chaud. Merci à tous et bien sûr, week-end, football, plaisir.